à cet atelier consacré donc à la mesure, au pilotage et les chantiers, l'ensemble des actions qu'on peut mettre en œuvre sur le numérique. Donc, premier atelier sur le sujet du numérique responsable. Sujet qui intéresse visiblement beaucoup de monde, puisque à cet atelier, on a eu le droit à l'amphithéâtre. On a eu le droit également à Morgane. On a le droit d'avoir, nous, la chance d'être croqués. Sur ce sujet donc de l'empreinte carbone du numérique, on en parle depuis le début évidemment de cette journée. C'est un sujet qui devient de plus en plus structurant. On parle aujourd'hui entre 4 et 5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. On parle surtout de projections exponentielles. On parle aujourd'hui de peut-être de 8% dans certaines projections en 2030. Bien plus, on sait qu'on a une courbe aujourd'hui exponentielle sur le sujet. Donc il est temps, évidemment, de s'en préoccuper. L'idée aujourd'hui, donc dans cette table ronde, c'était justement d'avoir le témoignage de premières entreprises qui justement travaillent sur ces sujets et avoir leur retour. On cherche des choses actionnables, des véritables leviers après avoir échangé beaucoup autour des sujets de justement de l'eau, des constats ce matin, des aspects importants d'un point de vue du cœur, de l'action, de comment les mener. Sur ces ateliers, on va chercher des choses nettement plus actionnables. Et pour cela, on a réuni aujourd'hui autour de cette table ronde, eh bien d'abord Vincent Blachier. Bonjour Vincent, directeur des systèmes d'information chez Bayard Presse. À sa gauche, nous avons Cédric Bernard, Head of Infrastructure and Developer Experience chez Deezer. Renaud Brosse également, bonjour Renaud, associé fondateur donc chez Team Spirit. Et Joanne Perrier, consultant senior en stratégie climat et numérique responsable chez Impact, donc l'une des étoiles du groupe Constellation. Bonjour messieurs. Je vais d'abord lancer un petit tour de table en commençant par vous, Vincent, à ma gauche. Et je vous demanderai de répondre à une première question vis-à-vis de votre entreprise qui sera comment est perçu ou sont perçus les enjeux climatiques au sein de votre organisation aujourd'hui. Merci. Je suis effectivement Vincent Blachier, directeur de l'information du groupe Bayard. On n'est plus Bayard Presse parce qu'effectivement, on a longtemps fait de la presse et maintenant on fait beaucoup d'éditions, de livres et puis de produits multimédia, audio, vidéo et produits numériques d'une manière générale. De ce fait, la transformation du modèle du papier vers le digital nous incite fortement à nous pencher sur l'empreinte carbone liée à ce numérique et à voir comment le piloter et le maîtriser. Merci beaucoup Vincent. Est-ce que Cédric, tu veux bien te présenter et nous présenter un peu Deezer et les enjeux climatiques chez Deezer ? Oui, bonjour. Donc Cédric, Head of Infrastructure and Developer Experience. Et donc pour nous, donc Deezer, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent aussi, mais c'est une plateforme de streaming musical. Et du coup, on a à peu près 10 millions d'abonnés et donc forcément un impact aussi sur nos usages. Et du coup, l'enjeu, c'était de faire notre premier bilan carbone et de comprendre les ordres de grandeur et piloter avec des indicateurs. Merci Cédric. Est-ce que Renaud? Et pour ma part, Team Spirit, c'est un cabinet de conseil en transformation de DSI, indépendant et j'espère progressivement durable. On est venu au sujet du numérique responsable finalement, je pense comme plein de gens, 3 facteurs. Ça a été au départ un peu de conviction des dirigeants, j'en fais partie, avec pour certains d'entre nous un historique écolo, pour d'autres pas du tout. Et puis ça a été un peu les taquineries et la pression de certains de nos collaborateurs, pas forcément les plus jeunes d'ailleurs. Et puis pour finir, la pression d'un certain nombre de clients ou l'intérêt de clients pour le sujet.
Et donc, moi, l'expérience que j'en ai aujourd'hui, c'est à la fois ce qu'on a pu faire en interne en termes de mesures et d'actions, et puis le regard qu'on peut avoir sur l'accompagnement qu'on a eu auprès d'un certain nombre de grandes organisations. Voilà. Merci beaucoup, Renaud. À toi, Joanne. Bonjour à tous, à toutes et tous. Nous, en fait, côté impact, l'objectif en tant que bureau d'études et éditeur logiciel, c'était pouvoir certes adresser des bilans carbone généralistes et des stratégies climat pour des organisations sur la globalité de leur activité, mais c'était aussi de conserver et de développer notre expertise sur le numérique pour pouvoir justement zoomer sur cette empreinte du numérique, sur cette empreinte carbone, en gardant à l'esprit cette philosophie de la méthodologie bilan carbone, tant pour zoomer sur le numérique, donc pour une DSI ou pour des produits ou services numériques, mais également pour des entreprises de la tech comme Deezer. Donc on a adressé ces sujets en accompagnant les entreprises comme Bayard, Deezer ou Team Spirit. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. On va d'abord aborder le sujet des déclencheurs, c'est-à-dire comment on démarre un bilan carbone du numérique, pourquoi on le fait. Peut-être en commençant par vous, Vincent, chez Bayard, comment ça s'est enclenché? Est-ce que c'était d'abord une forme de bilan carbone général? Est-ce que c'est parti sur une initiative peut-être de la DSI spécifiquement? Alors on avait fait effectivement un premier bilan carbone général de Bayard en 2018 et on était passé un peu rapidement sur la partie numérique parce que, encore une fois, les enjeux physiques sont très importants d'impression, de consommation de papier, de transport, d'acheminement des produits qui sont encore très largement physiques. Donc on était allé très vite sur le numérique et on avait trouvé moins de 1% du bilan qui concernait le digital. On s'est dit que ça n'était probablement pas le reflet de la réalité. Donc on a refait un spécifiquement l'année dernière. On est arrivé à 7%. Donc un peu au-delà de la moyenne qu'on citait juste avant. Et ça nous a donné vraiment une analyse fine des différentes contributions à ces 3765 tonnes d'équivalent carbone que nous avons pu calculer par rapport aux 54 000 tonnes du bilan global de Bayard. Et voilà, ça a été le point de départ. Ok. Merci beaucoup. Cédric, chez Deezer, c'est probablement un peu particulier parce que la tech est votre cœur de métier depuis le démarrage. Est-ce qu'il y a l'idée de zoomer parce que c'est le cœur de métier? Est-ce que c'est de la même manière plutôt une initiative de l'entreprise de d'abord pointer cet aspect tech sur les aspects de mesure? Alors effectivement, nous on est vraiment dans le focus dans le numérique chez Deezer et du coup c'était vraiment une initiative notamment du C-Level qui était déjà sensible. On les employait également, mais on voulait vraiment mesurer notre empreinte carbone globale chez Deezer. Alors pas uniquement du coup le numérique, on va prendre tout en compte, mais ouais, c'est vraiment l'initiative du C-Level et c'était aussi un intérêt des investisseurs également. Très bien. Je me tourne vers vous, Renaud. Vous avez une vision qui est un peu spécifique parce que vous accompagnez vos clients, donc vous voyez probablement différentes situations pour démarrer un bilan carbone, notamment sur le numérique. Et on rejoint, enfin, dans l'expérience que je peux en avoir, on rejoint finalement en partie ce dont vous témoignez tous les deux, avec à la fois de plus en plus une pression qui s'exprime au niveau réglementaire et le cadre est en train d'évoluer très très rapidement. Donc il y a une pression qui arrive par, on va dire, le régalien, la gouvernance, les C-level. Il y a une vraie pression qui arrive également des collaborateurs et évidemment des autres parties prenantes, des clients. Spécifiquement sur le numérique, moi ce que j'ai pu constater, c'est que pourquoi est-ce que les gens y vont? Parce que effectivement, on le leur demande. Deux, il y a quand même beaucoup de décideurs dans le numérique qui ont une vraie sensibilité et les équipes aussi. Je pense qu'il y a un vrai appétit. Alors, je ne suis pas sociologue, donc je ne saurais pas forcément expliquer pourquoi, mais il y a un vrai appétit. La preuve, on est relativement nombreux aujourd'hui sur le sujet. Je pense qu'il y a aussi une population assez scientifique. Et donc, la culture de la mesure dans l'informatique, globalement, on l'a. Et que c'est un champ sur lequel c'est faisable. Il est plus facile de mesurer l'empreinte environnementale du numérique, même si ça reste un exercice complexe, que sur un certain nombre d'autres industries où les phénomènes peuvent être encore bien plus complexes que pour nous. Donc, un, il y a une pression, deux, il y a souvent de l'envie, et puis trois, c'est possible. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup cette idée de culture de la mesure dans l'IT ou dans la tech.
Pourquoi faire un zoom particulier sur le numérique alors qu'on pourrait très bien se reposer justement sur son bilan carbone global où on adresse l'ensemble des métiers de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on va chercher à faire en zoomant particulièrement sur le numérique? Peut-être en commençant par vous, Vincent. C'est pas facile d'être le premier à chaque fois. Mais, un petit tour à chaque fois. Je crois qu'on l'a un peu dit, comme on est en train de transformer notre modèle en passant du physique au numérique, mécaniquement, même si on ne fait rien, avec la baisse du physique, le numérique prend une importance grandissante. Donc on veut piloter ça, on veut, comme on est un média qui s'adresse à tout public, mais plus particulièrement les jeunes, les seniors et la cible religieuse, puisque ce sont les trois piliers éditoriaux de Bayard, on a aussi un rôle à jouer, nous, en tant que média, dans l'information et la prise de conscience de nos publics. Donc c'est quand même la moindre des choses que nous, porteurs de voix et de messages sur la transformation et les enjeux climatiques, nous faisions notre propre examen de conscience, si je peux utiliser cette expression digitale pour nous-mêmes. Merci Vincent. Johan, peut-être effectivement pour ajouter sur le contenu, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le bilan carbone du numérique justement et qui apporterait quelque chose de plus par rapport à un bilan carbone global? L'avantage aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a une compréhension qui est de plus en plus grande sur l'impact du numérique et sur le périmètre du numérique. Jusqu'à présent, on avait une vision très matérielle et uniquement regarder les équipements utilisateurs, les infrastructures, les serveurs et se focaliser uniquement là-dessus. Finalement, nous, quand on fait ce zoom, mais en fait, il y a un zoom qui va regarder tous les postes du bilan carbone, qui ne va pas regarder que le matériel, qui ne va pas regarder que le parc IT, on va se rendre compte qu'il y a quand même une dépendance forte des DSI ou des entreprises de la tech sur leurs fournisseurs, sur une quantité énorme de fournisseurs. Et donc l'impact, l'empreinte carbone du numérique va fortement dépendre de cette multitude de fournisseurs, tant effectivement sur la partie matérielle que sur tout ce qui est support, maintenance, services divers en fait, dont dépend le système d'information ou un service numérique aujourd'hui. Donc c'est l'avantage en fait de cette approche organisationnelle où même si on zoome, on va vraiment essayer d'évaluer l'ensemble et regarder tous les postes. Et aujourd'hui, on a à disposition quand même des référentiels qui permettent d'avoir une vision claire et d'orienter les actions, les leviers d'action sur les bons postes du bilan en fait. Est-ce que, Johan, on retrouve les mêmes postes que ce qu'on retrouve dans un bilan global, mais spécifiquement dans le cas des fournisseurs, peut-être dans le cas du matériel, peut-être est-ce que sur le cas des déplacements, on mesure également des choses qu'on retrouve habituellement dans la mesure globale dans l'entreprise, mais spécifiquement dans la DSI? Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment si on prend le cas des déplacements, par exemple, on va collecter la donnée pour les déplacements des équipes IT. Et parfois, on va se rendre compte que si dans l'année, des déplacements en avion ont pu être réalisés, ça peut impacter l'empreinte de la DSI, mais également justement ces fournisseurs qu'on va solliciter. Alors, on a différents niveaux de précision en fonction de ce qu'on va collecter comme données, mais l'objectif, c'est aussi d'inciter toute cette chaîne de valeur amont sur la réalisation de leur bilan carbone, sur cette démarche climat à mettre en œuvre pour réduire leur empreinte carbone, mais également celle de l'organisation qui réalise le sien. Donc c'est également cette volonté pour chacun des postes. On a également souvent le poste déchets. On a beaucoup de plans d'action qui sont déjà à l'œuvre sur les déchets. Mais en fait, quand on zoome, on va se rendre compte que c'est 1 ou 2% de l'ensemble du bilan. Et on va du coup se poser la question de quelles actions prioriser potentiellement par rapport à d'autres postes qu'on n'avait pas regardés ou qu'on avait trop regardés par rapport à des situations précédentes. Je me tourne vers Cédric cette fois-ci. Vous avez également, on en avait parlé un peu ensemble, l'idée de potentiellement mesurer également ce que signifie l'usage de Deezer chez vos utilisateurs. Auquel cas, ce n'est pas les terminaux de l'entreprise de Deezer, mais plutôt l'usage qui est fait du service que vous proposez à vos utilisateurs qui serait comptabilisé. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, effectivement, comme on a beaucoup d'utilisateurs dans 180 pays, avec des mix énergétiques différents, notamment, on va vouloir, et qui utilisent les terminaux mobiles, enfin des terminaux donc, avec un impact assez fort,
du coup, on va vouloir effectivement avoir des indicateurs de l'empreinte carbone sur l'usage, donc par rapport à ce qu'on a comme données déjà sur combien d'écoutes on a par pays, quel type de terminaux sont utilisés, même par exemple, est-ce que c'est du MP3 128, est-ce que c'est du MP3 320, du FLAC, est-ce que c'est du offline, du online. Donc tout ça, ça va nous permettre effectivement d'avoir une précision sur l'utilisation de nos services pour voir l'impact par rapport à ça. On parlait aussi beaucoup ce matin de l'idée de ne pas regarder que les émissions carbone. On en parlait un petit peu ensemble, Renaud. On avait l'idée potentiellement d'avoir une analyse multicritère, de regarder pas que les émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui justement de faire son bilan carbone aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas un œil un peu restreint sur le sujet? Avec le bilan carbone, évidemment, on a un œil qui est forcément restreint. Et l'impact du numérique, c'est pas uniquement la consommation énergétique et donc qui est un bon proxy pour les émissions de CO2. C'est aussi l'épuisement des ressources abiotiques, les fameuses terres rares, l'artificialisation des sols avec la construction de data centers, etc., etc., etc. Et donc, il peut être intéressant. Alors, pour autant, la mesure multicritère, pour jargonner un peu, elle est forcément plus complexe, plus lourde, plus longue que le fait de zoomer uniquement sur l'empreinte carbone, qui a le mérite d'être une méthodologie sensiblement plus simple que l'analyse de cycle de vie. Et donc, ce qui me semble intéressant, c'est en fait de prendre conscience que globalement, en premier ordre de grandeur, l'empreinte carbone, ça reste un bon proxy de l'empreinte environnementale globale. Plus on a, dans le numérique, c'est quand même fondamentalement une question de volume d'usage, d'équipement, de data, etc. Et ce facteur-là de la multiplication, il est présent dans l'empreinte carbone, il va être présent dans tous les autres impacts. Quand on travaille sur les volumes et les usages, normalement, on va réduire l'empreinte carbone. Et je n'ai pas connaissance de cas où on travaille à la baisse de l'empreinte carbone, mais où ça provoque très sensiblement des augmentations d'autres facteurs. Alors, il peut y avoir des débats qui sont mis en avant, par exemple, par les acteurs des hyperscalers, qui vont dire passer à la dernière génération de services, à la dernière génération de machines, qui consomment beaucoup moins de carbone, mais qui utilisent des équipements neufs qu'il a fallu construire, alors que les autres ne sont pas encore obsolètes. Donc ça, c'est des cas un peu limites. Mais encore une fois, en premier ordre de grandeur, travailler sur le carbone, c'est déjà un bon moyen de mesurer des choses et de pouvoir passer à l'action rapidement. Voilà. Donc une bonne méthode pour mesurer les impacts environnementaux, même si ça ne nous donne pas précisément la mesure de chacun de ces aspects. Exactement. Très bien. Si on rentre un peu dans la méthode pour mesurer, quelles sont les bonnes pratiques aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut préparer pour faire son bilan carbone spécifique sur le numérique, peut-être au sein de la DSI ou au sein des équipes techniques? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Peut-être Renaud également sur ce sujet? Globalement, il faut avoir un bon comptable et une bonne CMDB. Voilà, pour faire très très court. Il y a deux sujets. Il faut être conscient que, alors c'est pas un exercice monumental, mais ça reste quand même un exercice relativement complexe la première fois qu'on s'y livre. Et donc la question clé, c'est la question des sources de données. Aujourd'hui, on dispose de bases de données qui permettent, l'empreinte carbone, c'est relativement simple, c'est des multiplications qu'on additionne les unes aux autres. Donc c'est combien j'ai de déplacements en voiture de mes collaborateurs multiplié par la puissance de leur voiture, multiplié par le CO2 émis par kilomètre. Combien j'ai de serveurs, fois les caractéristiques du serveur, fois l'empreinte environnementale propre à chaque serveur, etc., etc., pour tous les postes de dépenses. Et donc, vous avez deux options. Soit vous avez le détail et vous procédez comme je viens de l'indiquer, soit vous n'avez pas le détail et dans ce cas-là, vous utilisez ce qu'on appelle des ratios monétaires. Et donc, vous plongez dans votre comptabilité et vous dites que 1 euro dépensé en fourniture,
ça pèse globalement tant de kilos de CO2. Et donc, le problème fondamental, aujourd'hui, les facteurs d'émission ou les facteurs monétaires, on les a, ils sont bien connus, il y a plusieurs bases de données, certaines open source, certaines un peu payantes, certaines embarquées dans les outils. Et donc ça, c'est globalement là où les outils facilitent la vie. Et puis, par contre, les quantités, ça, c'est vous qui allez les fournir. Et c'est là qu'il y a du travail. Voilà. Donc, plus votre service management, votre base d'assets, votre CMDB sera à jour, plus ce sera facile de compter. Plus vous connaîtrez votre population d'utilisateurs et leurs terminaux, plus ce sera facile de compter. Et il faudra un peu de bande passante côté comptable et leur expliquer le pourquoi de la démarche, quoi. Merci Renaud. Peut-être sur les difficultés que vous avez rencontrées pour ceux qui ont mené ce bilan. Vincent, est-ce que c'est des choses qui effectivement comptent, ces inventaires au démarrage de la méthode, et quelles sont les sources de données que vous avez utilisées? Est-ce que ça a été difficile d'aller récupérer parfois certains facteurs d'émission, parfois certaines données, peut-être de certains fournisseurs? Plus on s'éloigne du physique qu'on a sous la main et qu'on peut compter et qu'on peut évaluer, plus c'est compliqué effectivement. On s'adresse de plus en plus à des grands fournisseurs, tous américains, que sont Microsoft et Amazon Web Services, pour nous fournir des services d'hébergement de toutes nos applications. Et on est très dépendant du coup des données qu'ils peuvent nous fournir. Il y en a un, le premier que j'ai cité, Microsoft, qui donne beaucoup d'informations, et ça permet d'arriver à des évaluations qui ont l'air un peu précises. Du côté d'Amazon, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, paradoxalement, Microsoft se retrouve occuper une place bien plus importante dans le palmarès des émissions que celui qui nous aura fourni moins d'informations. Mais bon, faut faire avec ça. Et se baser sur ces évaluations. Après, effectivement, quand on achète des prestations de développement de logiciels, par exemple, c'est là que l'évaluation s'appuie le plus sur des facteurs de conversion qui sont des moyennes, effectivement, issues de bases de données, mais qu'on a vraiment du mal à tracer et objectiver, quoi. Donc, c'est l'addition, finalement, de tonnes de carbone, dont certaines sont très précisément calculées et d'autres sont très estimatives. Je pense que ce qui est intéressant, c'est pas tant le premier bilan, c'est le deuxième, c'est de voir comment les choses évoluent à méthode égale entre deux photos, quoi. Oui, on peut voir peut-être un ratio d'incertitude qui est assez élevé dans les premiers bilans, parce qu'on va se baser sur des ratios monétaires beaucoup, et puis se préciser au fil du temps. Johan, peut-être que vous avez un commentaire sur le sujet? Ouais, sur cette partie-là, il faut garder en tête qu'il ne faut pas chercher à être trop précis à la première itération. L'objectif, c'est d'avoir surtout les ordres de grandeur sur les principaux postes, parce que le risque, c'est de passer beaucoup de temps sur la mesure et ne pas passer à l'action, et de se dire, bon, bah, je vais passer 1 an sur mon bilan, alors qu'on pourrait avoir ces ordres de grandeur beaucoup plus rapidement en ayant des actions concrètes, et garder vraiment ça en tête, puisque vu l'urgence dans laquelle on est, la mesure, c'est important, mais il faut identifier rapidement qui sont les référents dans l'entreprise, sensibiliser, engager à l'intérieur de la DSI, engager aussi plus largement. On a aussi eu, nous, des cas d'organisation où c'est la DSI qui est vraiment moteur, en fait, dans le sujet climat ou dans le sujet environnemental, et qui permet d'infuser le message dans le reste de l'organisation. Donc il faut avoir en tête un peu cette loi de Pareto, où on sait où on va situer les efforts dans les premiers bilans, où on va aller chercher un peu de précision et où on va faire les choix, justement, on peut aller chercher cette donnée, ce facteur d'émission, et aussi faire ces choix d'extrapolation, d'hypothèses qui vont quand même garder un bon niveau de précision, et aussi en se disant, ne pas hésiter à solliciter ses fournisseurs, à anticiper sur cette qualité de la donnée déjà en amont, dès le début du projet, et justement aller la chercher aux bons endroits, par exemple dans les CMDB dont on parlait. C'est quelque chose, aujourd'hui, toutes les DSI savent que c'est un asset essentiel pour avoir un pilotage, rien que sur le poste, et encore là on parle que d'un poste du bilan carbone, que sont les immobilisations, mais c'est déjà des choses qu'on peut anticiper avant même de démarrer le projet. Donc c'est des choses à faire pour aussi ensuite avoir des leviers concrets sur la phase plan d'action, en fait. Je rebondis un peu là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose comment se construit la gouvernance autour de ces sujets, justement, de mesure, de construction de bilan carbone? Alors, je pose la question à peut-être ceux qui ont commencé, qui ont établi cette mécanique, cette gestion projet.
Peut-être Vincent, est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Sur le plan d'action, c'est ça? Oui, et puis sur la gouvernance, comment on pilote finalement la mesure, comment on la rend peut-être récurrente, comment on s'améliore chaque année sur le sujet? Nous, on est la première, donc on n'a pas encore énormément de recul par rapport à ça. Ce qui est sûr que ce qui compte, c'est une fois qu'on a le bilan dans les mains, c'est de voir quelles sont les actions qu'on va entreprendre là-dessus. Et il faut croiser l'impact, effectivement, la part de chacun des postes avec le levier d'action qu'on peut avoir dessus. Et on commence effectivement à agir sur ce qui est actionnable et significatif. La partie matérielle figure assez haut dans le palmarès. Et là, on a vraiment des leviers d'action d'augmenter la durée de vie, de choisir du matériel reconditionné, de bien gérer la fin de vie, comment éduquer les utilisateurs à prendre soin de leur matériel. Donc ça, c'est n'importe quelle entreprise, on va dire, qui en général entreprend ce genre d'action. Nous, on a le poste le plus important qui est sur la partie stockage de données, parce que tout ce qu'on produit, notamment sur nos sites, nos apps, c'est des contenus éditoriaux parfois très lourds. Il y a de la vidéo, il y a de l'animation, il y a des choses comme ça. Le fait qu'on passe sur des clouds publics mutualise beaucoup de choses. Avant, on avait des choses qui étaient hébergées chez nous en interne, et on se dit que plus on mutualise, plus on améliore, on va dire, le bilan global des choses. Voilà le genre d'action qu'on entreprend. Et puis on a la chance d'avoir une direction de la RSE chez nous qui organise des comités de pilotage largement ouverts à toute l'entreprise, qui est très suivi, et on sent une vraie envie et intérêt de l'entreprise de suivre nos avancées, pas seulement dans le domaine du numérique d'ailleurs, mais sur l'ensemble des actions visant à réduire l'empreinte carbone. Merci Vincent. Peut-être Cédric, chez Deezer, vous venez tout juste de commencer ce bilan. Est-ce que vous avez quand même un certain nombre d'actions qui ont commencé à être mises en place justement pour soit réduire en anticipant un peu, ou commencer à réfléchir sur les mécaniques que vous pouvez mettre en place pour réduire votre empreinte carbone? Oui, alors effectivement, on ne peut pas encore prendre de décision exacte par rapport avec des indicateurs. Mais l'urgence nous dit qu'il faut quand même agir dès maintenant. Donc, par exemple, cet hiver, on a réduit de 10% de notre consommation d'électricité dans notre principal data center par rapport au plan de sobriété énergétique demandé par l'État, mais aussi par les data centers. On a aussi, par exemple, étendu nos garanties de nos serveurs pour les utiliser plus longtemps. Voilà, on fait aussi des dons de nos serveurs. On va faire notre premier don de 79 de nos serveurs au Resto du Cœur dans 2 jours. Voilà, on essaye déjà d'agir. Et puis aussi sur la formation des employés, en tout cas de mes équipes, on a fait une première fresque du climat tous ensemble la semaine dernière. D'accord. Est-ce que vous avez prévu peut-être de mettre en place des formations un peu spécifiques sur le numérique? La fresque du climat, c'est un démarrage, c'est une sensibilisation notamment sur les sujets climatiques globaux. Est-ce que certains ont déjà mis en place des sensibilisations un peu particulières, déjà sur le numérique? On connaît la fresque du numérique. Est-ce qu'il y a d'autres formations spécifiques qui peuvent être mises en place dans ce cadre-là? Alors nous, on a au sein de Team Spirit, en interne Team Spirit, on essaie progressivement à sensibiliser tout le monde. On essaie progressivement d'identifier dans chaque équipe 1 ou 2 champions. On parlait de gouvernance tout à l'heure, je pense que c'est un des points essentiels. C'est sensibilisation, faire émerger des gens motivés qui vont être à la fois en action et puis un peu les gardiens du temple quelque part, ou les empêcheurs de greenwasher en rond. Donc ça, c'était un deuxième point. Il y a beaucoup d'échanges. Alors dans la formation, il y a deux éléments ensuite pour moi. Il y a d'aller faire des formations un peu plus avancées pour maîtriser les techniques de bilan, les actions, être au courant. Et il y a beaucoup de veille. Et donc il y a aussi beaucoup d'apprentissage, j'allais dire en intelligence collective, en communauté, en partage. Je pense que c'est un point essentiel parce que c'est un sujet qui bouge, sur lequel les connaissances avancent en permanence, sur lesquels il y a beaucoup de communautés actives. Alors, donc il faut en avoir en interne. Je pense que c'est important de rejoindre des communautés
générale sur le sujet, de se tenir au courant de ce qui se passe. Je trouve pour autant qu'il y a un peu un trou, alors au moins en termes de quantité. La qualité me semble être à peu près là, mais je pense qu'il y a encore un trou sur la quantité de formation disponible pour des gens qui ont... Enfin, moi, j'ai du mal à former suffisamment de collaborateurs, suffisamment rapidement. S'il y a des délais sur les prochaines formations certifiantes pour faire de la CV ou des choses comme ça, c'est 6 mois d'attente en ce moment. Donc, si dans la salle, il y a des gens il y a des formateurs disponibles, je prends. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet de travailler l'offre de formation. Par contre, il me semble qu'il y a eu, pour le coup, dans les facs, les grandes écoles, des masters spécialisés pour les futurs gourous qui ont émergé ces dernières années. Et là, il y a une offre qui est assez bonne, quoi. Très bien, merci. Joanne, peut-être, une fois qu'on a terminé ce bilan carbone du numérique, quelles sont les grandes familles d'actions qu'on retrouve, qu'on peut mettre en place, qu'on retrouve de manière assez systématique peut-être dans les entreprises, et puis celles qui demandent justement de terminer ce bilan pour avoir une mesure précise et savoir sur lesquelles on agit réellement. Alors sur les actions, on l'évoque depuis toute la journée, mais sur les équipements, déjà on a cette logique d'allongement de la durée de vie. L'avantage sur cette action-là, c'est qu'elle traite en fait tous les types d'impacts. Ça adresse l'ensemble des impacts environnementaux. Donc ça, c'est quelque chose qui adresse aussi les enjeux financiers. Donc sur ce point-là, c'est une action phare qu'on va retrouver à chaque fois, en tout cas sur le poste du parc IT. Une autre des actions qui va être assez représentative, puisqu'on va en top 1 en général des postes du bilan, ça va être souvent le poste fournisseur, le poste des achats. Et ça va être cette nécessité de mettre en place une charte achat responsable qui est valable autant pour une DSI qu'une entreprise de la tech, qu'une organisation de n'importe quel type de secteur en fait. Puisqu'aujourd'hui dans les appels d'offres, tout ce qui est clause environnementale va avoir un poids de plus en plus important dans les appels d'offres. Et ça c'est autant valable pour les fournisseurs IT, et les DSI vont devoir également s'aligner sur ce type d'action pour pouvoir faire ce tri dans ces fournisseurs, ou en tout cas inciter même les fournisseurs existants, puisque on ne va pas mettre tous les fournisseurs à la porte du jour au lendemain, il y a quand même ce temps de transition qui est nécessaire. Mais en tout cas, ça fait partie des actions assez phares qu'on va retrouver dans les feuilles de route climat alignées sur le numérique. Donc voilà, je pense que c'est déjà deux actions importantes. Et je ne vais pas tout vous spoiler non plus, puisqu'il faut aussi pouvoir travailler ensemble sur des actions qui sont adaptées à chaque feuille de route. Donc voilà, sur ces deux actions, c'est en général celles qu'on retrouve le plus. Ouais. Merci Joanne. Il y a un dernier sujet que je voulais adresser, c'était l'idée de l'éco-conception, en tout cas by design, ancrer la réflexion de l'impact environnemental dans les projets qu'on mène, notamment d'un point de vue numérique. On en parlait un petit peu ensemble, Cédric, sur le sujet, votre volonté déjà de le mettre en place. Est-ce que ça a débuté chez Deezer? Comment on peut mettre en place cette réflexion sur des équipes tech ou des équipes produits Ouais, ça n'a pas encore débuté, mais effectivement, on l'a dans notre backlog. Le but, alors il y a des outils qui existent pour ça, des outils open source, gratuits, des outils payants aussi, comme GridSpectre. Et donc le but, en vrai, c'est d'aller plus finement sur l'analyse de nos performances énergétiques liées, par exemple, à des cas d'usage de notre application. Ça peut être également aussi l'analyse de la performance dans le cycle de développement, pour pouvoir justement voir quand on fait des changements, est-ce qu'on a un impact négatif ou positif par rapport à la performance énergétique, entre autres. Donc on ne l'a pas encore fait, mais effectivement on veut d'abord faire notre premier bilan carbone et ensuite certainement on va utiliser ça. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Merci messieurs. Il va nous rester 10 minutes sur cet atelier. Si jamais vous avez des questions à poser, voilà, il y a Audrey. Oui, merci. On va vous transmettre un micro. Merci. J'étais assez intéressée dans les premières mesures que vous avez choisi de prendre, vous avez réussi à réduire la facture d'énergie de 10%.
Ce qui veut dire que c'était pas lié à un plan d'action long d'investissement et compliqué. Vous avez fait comment? On a éteint des serveurs. Tout simplement, on a éteint des serveurs. Donc, de mémoire, c'était 70 serveurs à peu près. Donc, concrètement, ça fait qu'on a réduit notre scalabilité, potentiellement la fiabilité à ce moment-là. Mais on a pris une décision sur le fait que au moment où on devait faire ce plan de sobriété énergétique, enfin en tout cas le suivre, on n'avait pas besoin, c'était pas vital d'avoir ces serveurs allumés. Donc voilà, et on a même eu l'idée, notamment durant la fresque du climat, et on a aussi parlé des enjeux numériques à ce moment-là, certaines personnes de mes équipes ont eu l'idée d'automatiser justement l'extinction des serveurs par rapport à l'usage. Alors effectivement, après on peut utiliser le cloud aussi par rapport à ça, hein, mais voilà. C'était une analyse du risque et vous avez accepté de prendre ce risque-là, du coup, d'avoir une scalabilité limitée. Exactement. On l'avait fait aussi un été, je ne me rappelle plus exactement quand, mais un été où il a fait très chaud et les data centers justement devaient réduire leur consommation électrique à ce moment-là. Donc on l'avait fait aussi, on avait éteint un peu moins de serveurs, mais on avait éteint aussi. Vous parlez beaucoup de d'allonger la durée de vie du matériel. Comment vous faites? Parce que la plupart du temps, les constructeurs ont des maintenances qui sont extrêmement courtes et même les prestataires de services ont du mal à maintenir leur service au-delà d'une certaine date. Alors ça a un petit peu changé quand même. Ils ont un peu étendu, maintenant quand on achète des serveurs, on peut justement prendre des extensions qui sont plus longues. Je sais que chez Dell, c'est au moins jusque 7 ans, par exemple. Donc concrètement, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a racheté des extensions de garantie de 2 ans sur tous nos serveurs. Donc on les utilise minimum 5 ans. Après, pareil, sur des clusters avec beaucoup de serveurs, on va se permettre de les utiliser un petit peu plus longtemps parce qu'on peut se permettre d'avoir quelques serveurs qui ont des erreurs. Concrètement, ça ne va pas impacter l'utilisateur de manière notable. Donc voilà, on étend les garanties concrètement et on utilise du coup les serveurs plus longtemps. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi qu'on a acheté du reconditionné aussi, notamment au niveau des switches réseau. Voilà. On a aussi sur la partie équipement utilisateur, parce qu'on a beaucoup parlé serveurs, infrastructure, côté data center, mais sur tout ce qui est équipement utilisateur dans l'entreprise, on a aussi souvent, c'est de l'amortissement comptable en fait qui va imposer le renouvellement du parc et qui va être du coup utilisé pour cette durée de vie moyenne en fait. Et donc du coup c'est justement se baser plutôt sur une durée de vie réelle et allonger la durée de vie et se baser là-dessus pour renouveler le parc en fait, et pas se baser sur la politique achat qui va certes être peut-être plus avantageuse sur un plan financier, mais par contre sur un plan environnemental qui sera là du coup qui sera pas adapté en fait. Une question pour Johan. Par rapport au premier bilan carbone que vous avez pu faire sur le numérique, est-ce que vous avez pu voir une différence significative d'ordre de grandeur d'empreinte carbone entre un serveur en cloud versus un serveur on-premise? Très bonne question, très bonne question. Aujourd'hui, on a assez peu malgré la transparence croissante des cloud providers sur ces sujets, où la mutualisation est beaucoup mise en avant avec justement tout ce qui est efficacité énergétique, etc. On a encore assez peu finalement de comparaison sur le on-prem versus les cloud providers. Puisque quand on creuse un peu justement la méthodologie qui est mise en avant et qui est publiée par les cloud providers, on a certes de plus en plus d'exhaustivité sur les 3 scopes, même si AWS par exemple est encore que scope 1 et 2. On a par contre sur tout ce qui est scope 3 et matériel, peu de visibilité sur le type de configuration et l'empreinte réelle de cette configuration, même si dans l'écosystème, beaucoup de travaux sont en cours pour justement aller plus loin que ce qui est publié par les cloud providers. On a les travaux de Boavista notamment qui permettent de mesurer ce type d'empreinte pour avoir de la granularité sur l'empreinte d'une configuration précise par rapport à une fiche constructeur par exemple, où cette fiche constructeur va être
publié, mais pour une seule configuration. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on a des multitudes de configurations qui vont faire varier du simple au double ou x10 pour un même modèle. En fonction de la configuration, ça va être très différent. Donc c'est la même chose pour les cloud providers en fait, qui eux-mêmes en plus construisent leurs propres serveurs. Donc là, on a un flou artistique qui est assez important sur ça. Donc ça, c'est justement le rôle des clients de questionner leurs fournisseurs, même si c'est des gros fournisseurs comme des cloud providers. Là, c'est vraiment le rôle des clients de demander cette transparence pour aller sur ces indicateurs environnementaux pour faire leur choix, pour faire leur sélection de fournisseurs, justement. Oui, pardon. La question s'adresse plutôt à Cédric de Deezer. Qu'en est-il du pair à pair pour la gestion de la scalabilité, pour votre redondance? Alors, comment ça, le pair à pair? L'utilisation du pair à pair pour éviter de redonder votre hébergement de stream. Oui, le peer-to-peer, ok. Excusez-moi, oui, en français. Ça, non, mais des fois. Donc, c'est pas du tout, pour l'instant, effectivement, une question qu'on se pose. Après, selon notre empreinte carbone, ça pourrait émettre de ça. Il me semble que Spotify le faisait aussi au tout début. Ils ont arrêté, il me semble aussi. Mais c'est quelque chose, justement, comme c'est des gros changements aussi au niveau architecture, c'est quelque chose qui doit être, du coup, vraiment avoir un impact sur notre réduction. Donc, ça nécessite de bien se poser pour savoir si c'est une bonne décision, quoi. Et surtout, pour savoir si on doit concentrer nos efforts là-dessus, quoi. Alors, s'il vous plaît, moi j'ai une question sur l'éco-design. Comment on fait en amont, avant une mise en ligne, pour comparer l'impact de telle ou telle page web? Quels sont les outils? Qu'est-ce que vous mesurez? Enfin, tout ça. Alors, on ne le fait pas encore. Alors, pas forcément vous, hein. C'est pas forcément Deezer, hein. Je pose la question globalement, en fait. Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Déjà, il y a des référentiels de bonnes pratiques. Sans même mesurer directement l'impact de la page, c'est déjà de vérifier. Et il y a de plus en plus d'outils, alors open source ou payants, type analyse de code, qui vont pouvoir vous dire, bon, votre page, déjà, elle répond à peu près aux standards. Il y a même maintenant des référentiels qui sont sortis autour de la sobriété dans la rédaction. Éviter de multiplier les contenus, de faire des phrases à l'écrit, à rallonge, etc. De mesurer le poids type d'une page. Et puis ensuite, il y a les outils effectivement d'analyse beaucoup plus directs. Alors il y en a qui sont intégrés ou qui sont sous forme de plugins gratuits dans les consoles Chrome ou des autres browsers. Et puis des outils un peu plus sophistiqués ou spécialisés qui vont regarder plus la consommation en back-end. Donc notamment, tu citais tout à l'heure Boa Vista, mais qui propose, je crois que c'est Scaphandre de tête, et donc des agents. Enfin, il y a pléthore d'outils maintenant. Je pense que c'est intéressant de commencer là aussi, de ne pas oublier qu'il y a l'outil, il y a vraiment la sensibilisation en amont, et de mettre un peu de bonne pratique et de référence dans la tête des clients, product owners et développeurs. Parce qu'il y a vraiment toute une culture à créer ou à recréer. Aujourd'hui, rien n'est fait dans notre culture de développement pour qu'on soit frugaux, économe, etc. Alors c'est fait quand même pour la recherche de performance des sites web. C'est pas tant en amont que le monitoring permanent de nos sites et de nos apps, puisqu'on a intérêt à ce que les temps de réponse soient les meilleurs possibles. Et du coup, les deux vont dans le même sens. C'est d'avoir des binaires moins lourds, d'avoir des polices de caractère moins gourmandes, qui nous permettent d'avoir des sites plus rapides et moins gourmands en énergie. Donc finalement, tout nous pousse d'une manière générale. La recherche d'efficacité business nous pousse aussi dans cette direction-là. Donc c'est pas un dilemme à entreprendre. Peut-être une dernière question, j'ai vu qu'Audrey avait donné le micro, une dernière avant de clôturer cet atelier. Évidemment, les autres échanges pourront avoir lieu en dehors de la salle. Bonjour messieurs, petite question pour faire le lien avec un pacte qui évoquait avant les appels d'offres et les nouvelles réglementations qui vont arriver, notamment avec la loi climat et résilience à partir de 2026,
où les entreprises vont être censées intégrer des clauses ou des critères environnementaux dans leurs achats. Est-ce que vous pensez que le niveau de maturité du secteur privé et du secteur public, dans les achats notamment, est suffisamment au point aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire? Il y a encore beaucoup à faire en fait, hein. Étant donné l'urgence, je vais éviter d'être pessimiste, mais il y a énormément à faire encore pour que les fournisseurs prennent en compte l'ensemble des contraintes, mais c'est valable pour les clients aussi, pour intégrer un niveau de sérieux à la hauteur de ce qui devrait être fait sur les clauses en question. Et il y a un gros niveau d'anticipation qui doit aujourd'hui, tant sur l'aspect réglementaire que l'aspect physique de ce qui est en train d'arriver. Il y a une anticipation sur cette gestion des risques qui doit être faite et qui est peut-être pas assez fait encore, qui est peut-être pas encore assez faite aujourd'hui. Donc il y a vraiment une nécessité d'urgence et de passer à l'action. Et on l'a dit pendant tout l'atelier, hein, il y a une importance sur la mesure, mais il y a une importance sur l'action et une importance sur le questionnement des usages en fait. Je vais un peu plus loin que votre question, mais pour finir en fait, là je vois que le temps est terminé, mais il y a une réelle nécessité de questionner les usages quand même et d'aller au-delà sur telle et telle couche du service numérique ou du produit numérique qu'on veut optimiser. Mais en amont, il va falloir vraiment questionner les usages et questionner qu'est-ce qui est essentiel dans telle fonctionnalité qu'on développe, dans tel produit qu'on veut fabriquer, qu'est-ce qui est essentiel ou non, et est-ce qu'on veut avoir un frigo connecté avec une enceinte à commande vocale pour déclencher sa musique et une montre connectée. C'est vraiment ça, et les fonctionnalités de la montre connectée. Donc c'est ça qu'il va falloir questionner et tout va découler ensuite sur ce qu'on veut optimiser ou non. Merci beaucoup, merci à tous les participants, merci à vous tous. C'est la fin de cet atelier. Dans cette salle aura lieu donc la deuxième partie sur ce thème du numérique responsable lié au reconditionnement notamment et à la gestion des déchets. Donc vous pouvez évidemment rester ici si vous voulez suivre cet atelier. Sinon, je vous invite à rejoindre l'atelier suivant. Encore merci à tous et évidemment...